Un balado Radio-Canada audio. Il y a des hauts et des bas quand on fait un 10 km, il y a des hauts et des bas quand on fait un 5 km. Il y a des hauts et des bas, même pour quelqu'un qui est à ton niveau, dans une course de 650, dans une course de 170. Jean-Philippe, à toutes les courses que je fais, à tous les projets comme ça, au 20e kilomètre, j'ai les jambes éclatées. Ah, pour vrai? 100%, oui. À 20 km? Oui. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la farce, tu t'es faite. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotion. Des réservoirs jamais assez, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Boum, on peut diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum. Au point de pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Merci de prendre le temps de nous parler, Mathieu Blanchard. Premièrement, depuis ton podium au Ultra Trail du Mont-Blanc, je me suis amusé à regarder les dénivelés, les différents passages, ce que ça représentait. Puis bravo. Je suis pas sûr qu'on comprend bien ici, bien ceux qui comprennent un peu le trail, le ultra trail, ils ont une petite idée, mais pour ceux qui écoutent Grand Écart, qui ont pas en fait, qui comprennent pas ce que ça veut dire, faire un podium à cette course-là, je te le dis, après avoir regardé à peu près tout ce que ça impliquait, un, comme organisation, mais deux, comme entraînement, puis avec tous les passages, les dénivelés et tout, bravo, Mathieu, vraiment, très, 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 très impressionnant. Bah, tu l'as un petit peu dit. Le bravo, tu sais, on n'est pas des super-héros dans l'ultra trail. Le bravo, c'est pas pour la course. Et le bravo, c'est surtout pour ce qui est en amont, là, l'entraînement, tout ça. Et c'est la partie un peu cachée de l'iceberg. Et c'est là que y a un dévouement à la course à pied qui est immense. Et c'est des mois, des années de travail pour en arriver à faire de telles courses. Et aucun ultra-trailer et coureur sur ce type de course est un super-héros. Voilà, donc c'est surtout là qu'il faut féliciter, c'est pour le travail qu'il y a en amont qui est immense. Mais tu sais, tu parles de travail en amont, il demeure quand même que, même s'il n'y a pas de super-héros là-dedans, je vais y aller avec des super-pouvoirs. Puis ces super-pouvoirs-là, c'est votre capacité et puis cette volonté à s'entraîner, à garder une focalisation complète sur ton entraînement, sur tes objectifs aussi. Puis je te le dis là, bravo pour ton podium, particulièrement parce qu'on vient de passer une année, un an et demi, bientôt 2 ans, complètement fou, qui nous a complètement déréglés sur l'entraînement, sur les objectifs, sur qu'est-ce qu'on veut faire. En fait, ce qu'on veut faire dans la vie, tout simplement. Puis je sais que tu étais supposé avoir une grande année 2020 qui est un peu tombée à l'eau, et puis tu t'es entraîné par toi-même pour arriver là. Encore une fois, ça, c'est un autre bravo parce que ça prend énormément de motivation et de concentration. Je me trompe pas, là. Ouais, c'est sûr qu'en 2020, j'ai su rebondir assez vite. J'ai vécu comme tout le monde ce moment de déni. Quand la nouvelle en mars est tombée que, guys, vous êtes confinés, votre life est fini en 2020, plus de courses, plus rien, voilà, vous allez rester enfermés. Puis voilà, moi j'avais une grosse saison de courses, comme tu l'as dit, qui me faisait rêver, course à l'international. Puis c'était mon année, tu vois, où je voulais performer parce que j'avais quitté ma job de bureau, j'avais adapté un peu mon entraînement et puis mon calendrier pour progresser et optimiser mon potentiel. J'ai pas eu la chance de le faire, donc ouais, j'étais au fond du gouffre. Sauf que voilà, la différence, c'est que ça m'a pris 3 jours, tu vois. 3 jours de déni. Et au 4e jour, je me suis levé et j'ai dit, c'est pas vrai que je vais faire une année à rien faire. Et puis tout de suite, il y avait des projets que j'avais au fond de ma tête qui se sont réveillés et que j'ai nourris et puis qui ont peut-être finalement, qui m'ont permis de progresser encore plus en 2020 que si j'avais fait une saison de course à proprement parler. C'est vrai, tu l'as vécu comme ça parce que je sais que tu as été ici pendant une bonne partie de l'année. De la pandémie, je t'ai vu faire le tour de l'île de Montréal, je t'ai vu faire plein de trucs justement par toi-même en passant, là, pour te désennuyer, pour t'entraîner aussi. Puis bon, l'entraînement au Québec, surtout pour l'Ultra Trail, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez. Dans ta dernière année, je sais que tes objectifs étaient grands, mais comment tu as réussi à
comment tu as réussi à adapter ça? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est le fun de monter Camiliao d'aller-retour, là, c'est le fun de... Mais à un moment donné, ça prend de la hauteur, ça prend de l'altitude, ça prend de la difficulté à respirer, ça prend plein de choses. Comment tu as réussi à trouver ton compte là-dedans? On a tous des motivations différentes. Puis moi, la motivation de rester en santé, perdre du poids, toutes ces affaires-là, c'est pas trop ce qui me motive. Je fais un peu partie de cette catégorie qui me motive par les défis et les courses. Et donc, moi, clairement, j'avais plus envie de courir là quand mars est tombé, tout ça. Et puis, je me suis dit, là, il me faut un défi. Il faut que je fasse un défi de course, quelque chose en 2020 qui va me motiver à me lever le matin pour aller m'entraîner. Et voilà, le cœur du truc, là, le haut de la pyramide, c'était de traverser le GRA1 au Québec. Ouais. Parce que j'avais aussi, fallait que je fasse avec les conditions de pandémie. On ne pouvait pas trop quitter le Québec. Ouais. Si on prenait un avion, il fallait revenir avec des quarantaines, tout ça. Donc, j'ai dit, le terrain de jeu, ça va être au Québec. Qu'est-ce que je peux faire? J'avoue, été énormément inspiré par d'autres coureurs aventuriers comme Kylian Jornet, François Den, les grands de ce monde, qui avaient fait aussi des aventures de ce type à traverser les Pyrénées, les Alpes, le Colorado hors course, avec toute une dimension de logistique, de préparation, d'équipe. Et je me suis dit, moi aussi, je veux me lancer là-dedans. J'ai jamais fait ça. Let's go. Ça va être au mois d'août. Parce que c'est le seul mois où je pouvais le faire. En dehors de ça, il y a la chasse, tu peux pas y aller. Ah non, c'est clair. Il y a des mouches, il y a les mouches qui te dévorent. Il y a encore de la neige en juin, donc la fenêtre c'est juste le mois d'août. Et là, je me suis dit Matt, go mois d'août, tu vas faire ça et tu as 6 mois devant toi pour t'entraîner, puis peut-être pour diversifier aussi ton entraînement habituel d'intervalle, de tout ce qui est classique, parce que courir 650 km dans le fin fond du bois québécois. Il n'y a pas de programme d'entraînement pour ça sur Internet. Et c'est pas possible de s'entraîner pour courir 650 km juste à la course parce que c'est sûr que tu vas te blesser. Alors voilà, j'ai expérimenté, j'ai essayé des nouvelles choses. Je me suis acheté un vélo de route. Je me suis mis à rouler, je me suis mis à nager, ce que j'avais jamais vraiment fait. Puis pour varier, pour me développer en endurance. Puis je me suis mis des défis en cours de route. Pour pas focus uniquement sur ce GR qui était trop loin, tu vois, il me fallait des défis en cours de route. Quand tu dis GR, pour les gens qui comprennent pas le GRA, ça veut dire quoi exactement? C'est l'acronyme de Grande Randonnée et en fait c'est un label. C'est un label qui est donné par la Fédération Française de Randonnée. Okay. En gros, c'est des beaux sentiers. Il faut qu'ils respectent quelques critères comme une certaine distance. Il faut qu'il y ait des refuges, des toilettes, de quoi récupérer de la bouffe. Voilà, il y a quelques critères à respecter. Et ensuite, la Fédération Française de Randonnée te donne le label GR, Grande Randonnée. Ok, d'accord. T'en as des très connus, le GR20 en Corse, le GR9 qui traverse les Pyrénées. Voilà. Et puis, il y a des randonneurs qui se font une vie à essayer de faire tous les GR possibles de la Terre entière. Et GR, clairement, tu as créé un peu le tien avec celui en Gaspésie, dans la mesure où tu as fait ton 600 km en août dernier, donc pas lui, mais l'autre, évidemment. Et tu sais, ce 650 km-là, puis je lisais un peu, quand tu pars en randonnée comme ça, parce que, moi, ça m'arrive de partir un peu faire de la course dans des trails en Estrie ou peu importe, tu sais. Tu pars 1h30, des fois 2, je veux dire, t'as ton sac à dos, ça va, là. Mais l'organisation de 650 km, tu parles de ce qu'il y a en amont. Ce qu'il y a en amont, c'est compliqué. Ce qu'il y a en amont, il faut le préparer. Tu n'as pas le choix. Ça prend des gens qui sont avec toi. Il faut convaincre du monde d'embarquer dans ta patente. Tu n'as pas le choix. Mais ça, c'est justement ce qui est super intéressant dans ce projet parce que les courses de trail et d'ultra trail, c'est des aventures. Hein, d'accord? Parce que tu pars quand même dans la nature, puis la nature est imprévisible. Sauf que dans une course officielle, tu as toujours un cadre. Ouais. Tu as une ligne de départ, tu as une ligne d'arrivée, tu as des bénévoles, tu as des médecins si tu as un souci, tu as un téléphone cellulaire pour appeler, tu as du réseau presque partout. Là, c'était un ultra trail sans cadre et très long. Et comme tu dis, moi, je suis pas expert du tout en cartographie, je suis pas expert en balise GPS, je suis pas expert en qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je croise un ours, voilà, tous ces trucs-là. Et ça c'était beaucoup de travail de logistique à faire avant. Et puis, on s'est assis chez moi dans mon appartement avec des amis. Et puis, on a coulé des litres de café. Et puis, on a sorti des cartes sur la table. Et puis, on a réfléchi. Et puis, on a monté le projet. Et je t'avoue que c'était quand même assez broche à foin parce que j'avais le choix parce qu'avec mes sponsors, j'ai quand même la possibilité de m'entourer d'experts en nutrition, d'experts en logistique, tout ça. Sauf que je me suis dit, mais non, c'est pas du tout ce que je veux faire parce que les gens que je connais pas, ça va pas être le fun d'aller là-bas au fin fond de la Gaspésie avec ces gens-là. Je vais plutôt prendre des amis qui n'y connaissent rien, mais on va tous se former autour de ça et ils vont y aller avec le cœur et ils vont s'adapter parce qu'ils me connaissent mieux dans les pires moments. Et ça a été, ça a bien fonctionné finalement. Mais quand tu dis bien, tu sais, je lisais un peu un résumé de ton 650 km.
ça va bien, mais ce qui est fascinant dans ce que vous faites, en fait, j'allais dire ultramarathonien, je sais pas comment on se décrit, tu sais, quand on fait des trails comme ça, mais il y a des hauts et des bas quand on fait un 10 km, il y a des hauts et des bas quand on fait un 5 km, tu sais. Je veux dire, j'ai parlé à Bruno Blanchet plein de fois, tu sais, qui me parlait de ses projets de fou aussi, tu sais. Puis il y a des hauts et des bas, même pour quelqu'un qui est à ton niveau, dans une course de 650, dans une course de 170, comme l'UTMB? Jean-Philippe, à toutes les courses que je fais, à tous les projets comme ça, au 20e kilomètre, j'ai les jambes éclatées. Ah, pour vrai? Toutes. À 20 km? 100%, oui. Oui. Non, mais éclatées dans un sens où, oui, j'ai mal aux jambes, c'est lourd, et puis c'est le moment où, dans ma tête, je commence à me dire, bon, les maths, faut y aller, là, tu vois. Après, je crois que voilà, c'est ça aussi qui va faire la différence dans ce type de course, d'ultra-endurance, là, peu importe que ce soit du vélo, de la course, de la natation, mais c'est ta capacité mentale à accepter cette douleur. Voilà, ça, on le sait, on l'a souvent dit. Alors, il y en a qui lancent des 80%, c'est mental. Je n'ai aucune idée du pourcentage, qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, il y a une part énorme qui joue là-dedans. Puis des fois, moi, je le vois, je cours avec des amis, on part courir, et puis on n'est même pas essoufflé, puis le moindre truc un petit peu chaud, un petit peu froid, ben hop, ça coupe, viens, on rentre à la maison. Tu vois, il y a une capacité mentale qui est pas la même. Et puis, il y a aussi, bon, ça, c'est les études qui le disent, mais une relation à la douleur qui va être différente dans la perception dans ton cerveau d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que peut-être qu'à des moments, quand j'ai mal, moi, je continue à courir, mais si je te mets la même douleur, peut-être que tu tombes à terre. Tu vois. Et donc ça, je pense que c'est ce qui permet aussi de faire ce type de course. Là, après, voilà, c'est pas forcément acquis. Là, ça se travaille. Moi, je me souviens mes premières longues distances. Quand j'étais pété, je me mettais à marcher. J'avais envie d'arrêter. Maintenant, tu sais, il y a comme une forme d'accoutumance aussi à la douleur. Qui te permet d'aller bien plus loin que quand les barrières de sécurité te disent il faut commencer à ralentir. La vraie barrière de danger là, elle est très difficile à atteindre. C'est vrai, parce que tu vois, je repensais encore à ton Ultra Trail dans le Mont-Blanc où tu as fini 3e. Ça veut dire que tu as atteint encore une fois une limite de tes capacités physiques et tu n'avais pas l'impression que tu allais éclater. Tu n'avais pas l'impression que tu allais péter, là, que c'était la fin. Tu avais encore... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, si tu es arrivé au bout de la ligne, il a fallu que tu l'aies, cette limite-là, puis que tu la dépasses pas. J'ai fait une gestion de course à l'UTMB qui était, je pense que ça a été de toute ma carrière, la meilleure gestion de course. Je t'avouerai que quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, je pense que j'aurais... peut-être pas non plus, mais... j'aurais pu le faire dans le retour du TMB. Allez, au retour. Ah, c'est vrai? Voilà. Après, des fois, il y a des courses de 50 kilos que j'arrive au bout et puis je m'écroule à l'arrivée, tu vois. C'est vraiment... ça dépend comment tu gères ça. Mais l'UTMB, vraiment, la particularité que j'ai eue, et puis la principale leçon que j'en tire, puis là, ça fait 10 jours, tu vois, je suis encore un peu sur le high et puis j'ai réfléchi à tout ça, qu'est-ce qui s'est bien passé, mal passé. Et là, le game changer pour moi, c'est que j'ai pris de la confiance. Parce que moi, ça fait pas si longtemps que je suis dans l'ultra trail et à chaque départ de course, quand je suis à côté de toutes ces stars du trail là qui m'inspirent et que moi je suis sur les réseaux et que pour moi c'est les grands monsieur et madame du trail, mais j'ai le gros syndrome de l'imposteur. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là, tu vois, à chaque fois. Et là finalement cette gestion de course sans douleur et puis ce podium, c'est la première fois que je me dis ok, là tu fais partie des bons coureurs du circuit. Et j'aborderai mes courses futures avec un niveau de confiance qui sera beaucoup plus fort que ce qu'il était avant cette UTMB 2021. Et ça va beaucoup m'alléger l'esprit et me déstresser avant les courses. Mais ça, je l'avais pas avant cette UTMB. Ah non, tu n'avais pas ça avant parce que tu sais, je regardais tes classements puis je regardais en fait ta progression. Puis tout à l'heure, tu me parlais de François Daen qui a remporté cette année. Qui effectivement est comme c'est une légende un peu de la trail. Puis je me disais, mais tu sais, t'as des temps, t'as des courses, il y a des comparaisons aussi que j'ai fait dans ton passé qui font, ben t'es de ce niveau-là. Tu sais, je veux dire, peut-être pas avec l'expérience parce que t'as moins de... Tu sais, lui, il l'a gagné, je sais pas, 3 fois, je pense, 4 fois. 4 fois l'UTMB. Puis je me dis, OK, lui, il a de l'expérience, mais quand même, t'es de ce niveau-là. Ça a pris un podium où est-ce que t'étais à côté de lui pour te dire comme, c'est bon. Là, je suis rendu à ce niveau-là de performance. Ouais, vraiment. Et puis, tu sais,
j'ai fait quand même beaucoup de courses dans ma carrière qui étaient à des courses de niveau A, là, les grandes courses comme l'UTMB où tu vas te retrouver avec 10, 15, 20, 30 coureurs professionnels. Mais souvent, il y a tellement de courses de trail de quatre coins du monde et tous les week-ends que le niveau est super dilué et puis c'est dur de se positionner au milieu de tout ça. Et les grands rendez-vous UTMB, là, c'est pas tous les jours. Là, en 2020, il n'y en a pas eu à cause de la Covid. En 2019, je me suis mis sur une course plus petite, tu vois. Donc, ça arrive pas tous les jours. Et puis, il a fallu cette position-là. Et puis, tu vois, même quand je suis arrivé au début, je me suis dit, comme en 2018, parce que j'avais fait une position pas si mal, un top 15 pour un premier UTMB. Et là, en 2018, il y avait eu des conditions météo dégueulasses. Et puis, il y avait beaucoup d'athlètes pros qui avaient abandonné. Puis, j'avais mis ça sur le compte des abandons. Bah, je me suis positionné parce qu'il y en a 20 devant moi qui ont abandonné. Et là, cette année, il y en a encore beaucoup qui ont abandonné. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, bah voilà, c'est parce que aussi j'en ai encore profité qu'il y en a qui ont abandonné. Mais après, il y a eu team manager de Salomon qui m'a dit, mais Matt, ok, il y en a qui ont abandonné, mais regarde le temps que tu as fait. Ouais. Tu connais pas, mais genre j'ai fait 21 heures, un peu moins de 21 heures, 15 minutes. C'est un temps qui permet de gagner l'UTMB. Ouais. Voilà, sur d'autres éditions. Et là, j'ai dit, ah mais oui, donc je suis capable de courir cette course en moins de 21h15. C'est moins d'une heure du record de parcours, tu vois. Si tu regardes sur la durée totale du parcours, c'est moins de 5% du record. Donc, c'est très, très proche. Et oui, là, cette UTMB, là, je suis en train d'en prendre conscience. Je me forge ma confiance. Et j'espère, dans le futur, sur une course d'un tel calibre, arriver plus confiant. Parce que ça me stresse quand même à chaque fois, ce petit syndrome un peu d'imposteur, là, de me sentir un peu le petit nouveau que personne connaît dans le circuit. Mais là, voilà, ça va me donner beaucoup plus de force et je pense que je vais pouvoir tirer une certaine quantité d'énergie dans cette confiance pour faire encore mieux à l'avenir. Ce que j'aime aussi dans ça, c'est que, et dans l'Ultra Trail, qu'on apprend un peu à connaître ici. Hein. Tu vois, en fin de semaine, c'est à Charlevoix, c'est Aricana. J'ai rencontré Bruno Blanchet hier et puis il m'a inscrit contre mon gré au 125 que je pourrais pas faire parce que j'anime à la radio ici. Mais quand même, tu sais, ça tranquillement, ça rentre dans la tête des gens puis tranquillement, ça devient de plus en plus populaire. Cela dit, ce que j'aime dans ce sport-là, c'est l'âge. C'est un peu con, là, mais il y a quelque chose d'extrêmement rassurant de savoir que des champions comme François Daen, dont on parlait tantôt, il y a quoi? Il y a 36, quelque chose comme ça? 35, 33, 34. Ouais, 33, 34. Écoute, je te dis ça, je vais aller, parce que je sais que j'ai regardé là. Toi, tu as 34, non? 33, ouais, 33. Okay. Je crois que François, il a 34 ou 35. Il va avoir un an de plus. Ou 2 ans de plus. En fait, tu vois, il va avoir 36 en décembre. Ouais. Ça veut dire que tu sais quoi, la performance, c'est pas un sport qui se passe dans un laps de temps court. C'est-à-dire que c'est pas de 18 à 23 que tu performes. C'est pas ça. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Mais c'est rassurant parce que j'ai l'impression que ça nous convainc que le corps humain est capable de suivre un certain développement et que ce développement-là n'est pas un développement qui est violent sur le corps. C'est-à-dire que c'est pas... Tu as 3 ans pour y arriver, puis après ça, tout éclate, c'est fini. Il y a possibilité de s'améliorer d'année en année et en décennies, ce qui est assez rare dans le sport d'élite comme ça. C'est tellement l'ultra trail, un monde d'expérience et de sagesse que peu importe l'âge où tu commences, tu arriveras au sommet de ton potentiel 10, 15 ans ou 20 ans après avoir commencé. C'est fou, hein? C'est ça qui est beau dans ce sport. Tandis que la course sur route, courte distance, il faut quand même des jambes fraîches de jeunesse pour faire ses plus gros pibis. Même si tu commences tard, c'est sûr que tu vas progresser, mais je pense que c'est beaucoup plus étalé dans le temps dans le domaine de l'ultra trail parce qu'il y a une forme d'expérience et de sagesse et d'adaptation à tout ce qui va t'arriver que seule la maturité va pouvoir aider. Et souvent, tu regarderas sur les ultra trail, là, le top 50, la médiane, elle a plus de 40 ans. Hein. Ah oui, c'est fou, hein? Ah oui. Et c'est extrêmement rassurant pour les vieux. Tranquillement, je deviens vieux, là, puis je fais comme « Ouh, OK, on a encore du jeu, là, on peut avoir du fun quand même. » Après, ça veut pas dire que tu vas aller prendre ta retraite dans l'ultra trail et que c'est de la randonnée. Hein. Les gars, après, à haut niveau, ça roule quand même en bas de 3,30 sur des portions plates sur des 160 kilos. Ouais, donc, c'est des gars qui roulent les premiers, là, des marathons en 2h20. Là, hein, et puis, donc, c'est quand même des athlètes qui savent courir. Là, faut pas imaginer des randonneurs. Mais voilà, pour le mid-packer, là, il y a quand même une marge de progression et puis d'optimisation de potentiel qui est énorme et qui n'est pas uniquement de la course à pied.
Voilà, il y a le mental, il y a comment tu vas te nourrir pendant la course, comment tu vas penser, comment tu vas dormir, comment tu vas te faire crouer, comment tu vas récupérer après une course. Et il y en a beaucoup plus des curseurs sur lesquels tu peux jouer que la course sur route. Et tu sais, ce qui est cool aussi là-dedans, puis c'est ce qu'on voit avec le temps, c'est que tu sais, le trail, c'est une discipline qui s'acquiert, qui s'apprivoise, et souvent des gens arrivent avec un bagage de marathon, de demi-marathon. C'est très large. Toi, Mathieu, bon, tu sais, tu es en train vraiment d'exploser sur cette scène-là. Tu prends ta place. Dans ta tête, tu sais, tu as coup de 33, je veux dire, dans ta tête et dans ton corps, qu'est-ce que tu as comme mémoire de sport? Ça vient d'où le sport pour toi? Moi, j'ai un parcours atypique. J'ai commencé la course à pied quand j'ai posé mes valises à Montréal en 2014. Avant ça, jamais de sport d'endurance. J'étais vraiment dans le sport, le fun, tu vois, sport d'adrénaline, du snowboard. Après, à tout ce que j'ai touché comme sport d'adrénaline, j'ai quand même, je pense qu'après, toujours, j'applique un peu la même méthode. Quand je me passionne pour quelque chose, là, enfin, faut jamais sous-estimer la capacité de progression et d'apprentissage que tu peux avoir quand quelque chose te passionne vraiment. Mais la passion, pour moi, c'est celle qui te prend au tripes et au cœur, pas la passion que tu fais pour faire comme les autres, là. Et voilà, toute ma jeunesse, c'était du BMX, du kitesurf, du snowboard. C'est du sport à sensation, fallait l'adrénaline. Et la course à pied est arrivée en 2014 à moi. Enfin, en fait, c'était même pas ce que je voulais faire. C'était juste là, pour le coup, c'était me remettre en santé parce que j'avais commencé ma carrière d'ingénieur et puis l'école d'ingénieur, voilà, où je faisais vraiment que le party, que boire. J'étais dans une santé catastrophique. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai refait le party pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis un jour, j'ai dit non, mais Mathieu, reprends-toi un peu en main. Et puis j'ai fait la course à pied comme tout le monde. Je vais aller courir dimanche juste pour perdre un peu de poids et pour me remettre en forme. C'était un sport de transition pour trouver le truc qui allait bien aller. Et coup de foudre. C'est vrai. Voilà, tout simplement. Et c'est drôle parce que je sais pas si tu connais le film Billy Elliot, là, il est passé en France la semaine dernière. Bon, voilà. Mais alors, ça m'a fait trop penser à Billy Elliot. J'étais le Billy Elliot de la course. C'est vrai? Parce qu'en fait, j'avais aucun dans mon réseau, ma famille, mes copains, mes copines, ma communauté, personne qui faisait de la course. Et faire de la course à pied, genre, c'était vraiment un peu la honte, tu vois, comme Billy Elliot qui voulait faire de la danse, qui était passionné par ça, et puis tout le monde ne veut pas qu'il fasse ça. Et puis moi, j'avais honte de dire à mes copains, je fais de la course à pied parce qu'eux, ils faisaient du motocross, du quad, du bike, des trucs vraiment extrêmes, comme j'ai toujours fait avec eux. Et au début, tu vois, je leur en ai jamais parlé. J'étais tout seul, j'étais le Billy Elliot de la course. jusqu'à ce que, voilà, tu finis par, quand tu te passionnes, par rencontrer une personne, 2 personnes, 3 personnes, une communauté, puis tu sais ce que c'est la suite après. Voilà, tu crées un petit peu tout ce qu'il faut autour là, dans ton environnement humain pour trouver les bonnes personnes avec qui te parler tout ça. Ben, c'est fou parce que quand tu y penses, tu vois, tu sais, tu as commencé la course à pied en 2014 par hasard à quelque part, ou en tout cas de façon très débutante, allons-y comme ça. Puis en 2014, François Daen, dont on parle, il venait de remporter son 2e UTMB, donc sa 2e course à Chamonix. C'est fou quand on y pense parce que ta progression, clairement, elle s'est faite de façon exponentielle. Probablement que tu as l'ADN pour, probablement que tu as un fond qui te permet ça. Mais ça prouve aussi, puis c'est mon feeling, là, ça prouve aussi que, comme tu dis, quand tu as la curiosité, puis tu as une passion, puis tu veux y arriver, si tu mets les efforts, tout se fait, tout se peut, en fait. Puis ça, c'est tellement rassurant, là. Mais vraiment, là, puis c'est drôle ce que tu dis, parce que quand je me suis retrouvé sur le podium de l'UTMB, là, il y a 10 jours, tu sais, quand chacun arrivait sur scène, il y avait sur l'écran derrière le nom de la personne avec les courses qu'elle avait gagnées. Puis c'est vrai que le François et puis les autres qui étaient autour, ils avaient tous des courses de fous qui avaient gagné en 2012, 2013, 2014, Diagonale des Fous, UTMB, Transgrande Canaria. Et moi, je me dis, mais c'est fou, à cette époque, je courais même pas. Pour ça, encore une fois, que quand je me retrouve à côté d'eux sur les lignes de départ, tu sais, je me dis, les gars, ils ont 10, 15 ans, 20 ans d'expérience, c'est fou là. Mais oui, la progression, tu sais, je le dis, je le redis, quand vraiment tu es passionné, c'est fou comme on peut progresser vite. Après, voilà, tu sais, j'ai eu aussi cette capacité à m'entourer des bonnes personnes. Aujourd'hui, je travaille aussi pour la clinique du coureur, qui sont au summum de tout ce qui se fait dans la science. Tu vois, je suis super au fait de ça. Et j'ai beaucoup appris. J'ai fait des choses qui ont marché, pas marché. Et puis, tu sais, moi, aujourd'hui, quand je parle avec des coureurs qui progressent pas, qui n'arrivent pas à optimiser leur potentiel, tu sais, je pose des questions de base comme, t'as-tu déjà couru 10 minutes? Tout le monde me dit non, jamais, j'ai jamais couru, ça sert à rien. C'est 30 minutes, 40 minutes, 1 heure minimum. Moi, dans mes plans d'entraînement, je vais courir 10 minutes. Bien sûr,
C'est la base. Courir 10 minutes, ça sert à quelque chose. C'est dans une optique de récupération, de vascularisation, de post-blessure. Et puis, c'est tout le monde, c'est la base. Il faut aller courir 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, être essoufflé. Et puis voilà, il faut revenir à la maison. Mais non, c'est pas ça. On peut courir 10 minutes. Tu vois, si tu cours dans cette cadence d'environ 180 pas par minute, c'est 1800 coups de marteau sous tes pieds à 10 minutes. Ça va, là. Si je t'assois dans ton canapé là derrière et que je te donne 1800 fois sous les pieds, tu vas voir que c'est beaucoup, 10 minutes. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de trucs comme ça qui fait que si tu fais tous les jours les choses qu'il ne faut pas faire, tu n'optimises pas ton potentiel. Puis moi, dès le départ, tu vois, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos pour tenter le plus vite possible de faire les bonnes choses et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et ça me passionne l'optimisation du potentiel humain en général dans l'endurance, ça me passionne parce qu'il y a tellement de sphères sur lesquelles tu peux jouer qui sont pas uniquement la course à pied que c'est presque infini. Et puis même la science, des fois ils te disent c'est ça qu'il faut faire. Puis 6 mois plus tard, il y a une nouvelle étude qui sort et qui te dit non, finalement c'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est fou. Et c'est génial. Mais ça prend de la volonté, ça prend une grande volonté parce qu'à quelque part quand tu décides et puis que tu te dis, quand tu décides et tu te dis hey, tu sais quoi, j'ai absolument besoin d'arriver à cet objectif, mais pour remplir et pour y arriver en fait, j'ai quand même une liste de tâches par jour que je dois accomplir. Il demeure que ça prend une volonté, puis cette volonté-là, ça veut dire que tu l'avais à quelque part en toi. Ou en tout cas, si elle était cachée, elle n'était pas si loin parce que tu as réussi à faire ça. Est-ce que, avec l'âge, avec le temps, est-ce que tu penses que cette volonté-là est grandie ou c'est la même? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu réussis à trouver un élan encore plus fort aujourd'hui alors que tu as réussi à faire un podium ou tu es assez stable dans ta vie, dans ta volonté de t'entraîner? C'est une très bonne question et je me pose ces questions-là justement en ce moment parce que la volonté, c'est sûr que je l'ai toujours. Moi, j'ai pas de... Le matin, quand je regarde dehors, là, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, ça va pas être une excuse pour moi. Je vais y aller et puis je vais prendre du plaisir. Maintenant, aujourd'hui, avec cette UTMB, là, j'ai énormément d'opportunités qui rentrent, de sponsoring. Aujourd'hui, là, demain, je pourrais faire que ça. Là. Avec toutes les propositions financières que j'ai là, je vais faire que ça. Mais j'ai pris du recul par rapport à tout ça et je me suis dit, Matt, tu as progressé dans ta vie, tu es arrivé là à l'UTMB, à faire ce podium. C'est peut-être que ton équilibre de vie est pas si mal que ça finalement. Tu vois, c'est pas parce qu'à côté tu fais une job intellectuelle que ça va te. Et au contraire, il y a eu des personnes bienveillantes qui ont été des athlètes pros là, qui m'ont contacté, qui m'ont parlé parce qu'ils savaient dans quoi j'étais là en ce moment. Ils m'ont dit, Matt, moi quand j'ai été pro à 100%, j'ai jamais été autant déprimé de ma vie. Parce que qu'est-ce que tu fais une fois que tu n'as que ça sur quoi focusser? Tu fais ton entraînement du matin, tu rentres chez vous, puis tu n'as rien. Ouais. Tu penses juste à l'entraînement suivant ou à ce que tu viens de faire. Tu n'as rien d'autre pour te déconnecter, reconnecter à autre chose. C'est pas sain et c'est pas un bon équilibre de vie. Puis dès que tu commences à avoir une petite blessure, tout de suite, ça prend des proportions immenses. Tu te mets la pression parce que tu n'as plus que ça. Et je crois que tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse sur tout ça, là, mais l'équilibre de vie que j'ai en ce moment qui est de mettre la course au centre de ma vie, voilà, c'est ce qui est, mais autour, voilà, d'avoir toujours des activités annexes purement intellectuelles pour ne plus du tout penser à la course. Mais je crois que finalement, c'est pas si mal que d'être à 100% là-dedans. Tu sais, parfois, quand on travaille et puis qu'on aime l'entraînement puis on aime partir courir, des fois, on se dit dans un fantasme, ah, mon Dieu, je ne ferai que ça. Non, c'est pas le bon fantasme. En fait, le bon truc à se dire, c'est j'aimerais adapter mon calendrier pour en faire le maximum que mon corps me permet. Parce que la course à pied, tu peux pas en faire 10 heures par jour, sinon tu te blesses. Tu sais ce que c'est. Mais c'est sûr que c'est possible d'en faire 4 heures par jour, tu vois, ça c'est possible. Donc là, quand même, il y a une notion de temps. Mais faire que ça, tu pourrais pas. Voilà. Mais avoir un calendrier, tu vois, un mode de vie où tu as quand même du temps et surtout une adaptation où tu n'es pas obligé de faire un 9 à 5 qui te bloque ce moment-là. Mais si tu as envie d'aller courir à 10 heures, à 14 heures la nuit, voilà. Et puis c'est un petit peu mon cas aujourd'hui. Là, je travaille à distance, donc je peux adapter mon emploi du temps. Si je veux aller courir le dimanche matin, puis travailler le dimanche après-midi, puis courir toute la journée lundi, je peux le faire. Tu vois, c'est surtout ça qui est la clé là, c'est d'avoir un emploi du temps adapté et équilibré entre vie sportive et vie annexe qui te déconnecte complètement de la course parce que tu l'oublies la course, puis hop, quand c'est le temps d'aller courir, tu as envie de le faire. C'est un peu comme
comme quand tu as des amis là que tu n'as pas vu depuis longtemps, ben, quand tu les revois, tu as 1000 histoires à te raconter. Voilà. Et puis, je pense que c'est la même chose, la relation avec le sport. Encore une fois, expérience et l'expérience dans une vie de coureur, tu sais, puis de sportif aussi, je pense que c'est un peu ce à quoi on aspire tous. Mathieu, tu me parles de... T'es où en ce moment exactement? Là, je suis en France, dans le sud de la France. Et puis, je rentre à Montréal la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, on t'accueille à Montréal. On a hâte de te voir à Montréal. Surtout que, si je ne me trompe pas, tu vas présenter un film. En fait, c'est ton film qui s'appelle Confiné. C'est bien ça? Tout à fait. Et tu parles, Confiné, je veux dire, ça parle de ce que ça parle, mais je suis curieux de savoir, parce que tu viens présenter ça, je sais que c'est le 16 septembre au Cinéma du Musée, et je sais que ce film-là, en fait, tu l'as en tête depuis un bout. Je veux savoir pourquoi tu as décidé de mettre ce titre-là à un film qui, quand on regarde l'affiche, quand on regarde ce qui est là, c'est tout sauf du confinement, à quelque part. C'est la nature. C'est toi qui se trouve dans les montagnes, ou en tout cas qui se trouve dans les montagnes de la Gaspésie, entre autres. Qu'est-ce qui t'a motivé à présenter ce film-là? Alors, c'est une très bonne question et c'est pour qu'on me pose ce genre de questions. En fait, moi, j'ai un peu une âme d'artiste aussi. Ouais. Des fois, je fais un peu des choses un peu folles là. Et puis, justement, je veux choquer un petit peu en voyant cette affiche, en voyant un petit gars qui court dans le bois avec marqué Confiné. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce titre-là? Pourquoi? Mais c'est quoi le rapport? Là, il est dehors, dans l'air. En fait, la petite histoire, c'est que ce projet-là, on en a parlé tout à l'heure, il est né à cause ou grâce au confinement. Ouais. Voilà. Et tu verras dans l'introduction du film, en fait, le cinéaste me suit dès le mois de mars. Voilà, c'est né comme ça l'histoire. Donc, tout de suite. On s'est appelé, puis j'ai dit, man, là, je suis en train de courir dans Montréal. Je cours sur l'avenue René-Lévesque, sur les plus grosses avenues de Montréal. Je suis tout seul, il n'y a pas un char, il n'y a rien. Je cours en plein milieu de la voie et c'est malade. Faut qu'on fasse des images. Puis là, il est venu, il s'est acheté des rollers, des affaires comme ça. On a commencé à filmer des images complètement malades dans Montréal, totalement vide. C'était Zombieland. Et là, puis on était dans le char, on rigolait, on allait prendre un petit café au Tim Hortons. Et je lui ai dit, bon, Jérôme, c'est le nom du cinéaste. En août, j'ai envie de faire un projet dingue. Est-ce que ça te dit de me suivre de maintenant, là, on filme ça jusqu'au projet, toute ma préparation. Et puis il a dit, mais go, ça va être fou. Et puis voilà, le film s'appelle Confiné parce que c'est grâce au confinement que l'aventure est née. Après, il y a un truc aussi qui est arrivé que je me suis rendu compte plus tard, c'est que le sentier du JR, là, c'est du gros bois québécois, de la grosse forêt québécoise, et c'est très confiné. Il n'y a pas beaucoup de moments où tu es en haut d'une falaise avec une ouverture. Faut pas être claustrophobe sur ce sentier. Et je trouve que, non, vraiment, c'est très, très fermé, là. Les arbres sont proches. Des fois, c'est tellement dense, c'est de la jungle que tu as carrément un plafond qui se forme au-dessus de toi. Le sentier est confiné, voilà, et je trouve que ça reflétait bien aussi comment est le sentier. Alors pas partout là, parce qu'à la fin tu te retrouves au bord de l'eau, au bord du Saint-Laurent, c'est beaucoup plus aéré, mais il y a une partie là, le parc de Matane là, tu verras les images, c'est ultra confiné, donc voilà, ça faisait un petit lien aussi par rapport à ça. Ben écoute, j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir Mathieu, et puis merci d'avoir pris le temps ce matin. Je sais que tu avais ton entraînement de vélo il n'y a pas longtemps, j'imagine que tu vas aller courir dans la journée, alors encore une fois, merci, bravo. J'ai très hâte j'allais dire d'aller courir avec toi. Tu sais, hier, j'ai vu Bruno Blanchet, puis Bruno qui est extrêmement en forme, il est très sec, tu sais, quand on dit qu'il est très tight pour un monsieur de 50 quelques années. J'en reviens pas à chaque fois, puis j'ai dit, on ira courir. Puis là, je parlais de toi, puis on se dit, on ira courir. Puis je me disais, ouais, mais moi, je peux pas, je vais être en vélo à côté, j'ai honte, tu sais. Après ça, je me suis rappelé, hey, tu sais quoi, on ira juste jogger en jasant, on a le droit, tu sais. Exactement. Et alors, pour la petite anecdote, souvent, des fois, je refuse d'aller courir avec des coureurs qui sont beaucoup moins rapides que moi. Pourquoi? Parce que mes jogs, en fait, moi, je respecte vraiment, tu sais, bon, on va pas parler de coaching aujourd'hui, c'est une de mes passions aussi, mais la clé aussi de la progression, c'est de courir en zone 1. C'est vraiment 80% du temps en zone 1. Et la zone 1, c'est une zone où tu dois être capable de respirer uniquement par le nez. À partir du moment où tu ouvres la bouche, tu es en zone 2 et puis c'est terminé. Et puis 99% des coureurs courent 100% du temps en zone 2.
Bref, tout ça pour dire que moi, souvent, je vais pas courir avec les runs avec les runs sociales de Montréal parce qu'ils courent trop vite pour moi, en fait. C'est vrai? Moi, mes jogs, je vais les faire en zone 1, je vais être par le nez. Alors, puis tout le monde court en zone 2, et puis pour moi, c'est trop rapide leur zone 2. Hey, ben, ça va me faire plaisir de courir en zone 1. Donc, si vraiment tu veux jogger lentement, ça me va très, très, très bien. Ça rentre parfaitement dans mon plan d'entraînement. Génial. Hey, merci. Puis merci à toi, Vraiment. Jean-Philippe. J'ai redit ton podcast, j'adore parce qu'en fait, c'est vraiment, tu sais, je suis habitué à écouter des podcasts ultra poussés là, avec des scientifiques. Alors, t'en invites des fois, des médecins, tout ça là, qui sont vraiment au top, mais tu sais, c'est de la discussion de café. Ouais. Et puis moi, souvent, quand je pars en voyage, des fois tout seul, là, je suis dans l'aéroport, je vais à une course, il y a d'autres coureurs qui sont sur des bancs à côté de moi. Puis je tends l'oreille et j'adore ça, tu vois. Je peux rester des heures à écouter la madame qui va tenter de battre son record de 45 minutes sur 5 km. On va parler de ça avec son ami pendant 1 heure, mais j'adore ça. Ou dans un café, le gars vraiment freak là qui va parler du nouveau boxer qui est sorti avec nouveaux matériaux pour moins transpirer. Il peut parler pendant des heures et puis moi j'écoute mes écouteurs et j'écoute ça. Et ton podcast pour moi c'est ça. T'invites monsieur et madame tout le monde de la course. Vous faites juste jaser de tout et de rien de course. C'est beaucoup de fraîcheur, beaucoup de légèreté. Puis ça manquait dans le monde, dans le monde des podcasts et de la création de contenu et j'adore ça. Continue ça, c'est génial. Mon Dieu, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Et puis, comme je te dis, le 16 septembre, et puis j'ai vu qu'il y avait une autre représentation le 19, on s'en reparle. Puis bon, si on veut te suivre, c'est Mathieu Koh-Lanta, parce que j'ai même pas eu le temps de te parler de Koh-Lanta que tu es allé faire. On va se reparler, on va reprendre le temps de se reparler. Donc, sur Instagram, c'est super facile là-dessus. Merci encore, Mathieu. Prends soin de toi. Merci, Jean-Philippe. Bye bye. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.